Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette grande édition que nous entamons par cette feuille d'audience du président de la République. Professeur Alpha Condé a reçu hier une délégation libyenne au palais Sékou Touréa, une délégation conduite par le président de la Chambre des représentants de la Libye. Au centre des échanges avec le président en exercice de l'Union africaine, la question de la crise libyenne. Compte rendu, Abdul Karim Condé. Cette délégation libyenne, qui a été reçue en audience par le président de la République, professeur Alpha Condé, était conduite par Aguila Saleh, président de la Chambre des représentants de la Libye. La délégation libyenne est venue répondre à l'invitation du président en exercice de l'Union africaine, professeur Alpha Condé, et le remercier pour tous ses efforts consentis pour le retour de la paix en Libye. Nous sommes venus aujourd'hui à Conakry tout en répondant à l'invitation de son Excellence Monsieur le Président de la République, le Président en exercice de l'Union africaine. À cette occasion, nous saluons le peuple guinéen et nous saluons en particulier son président et son gouvernement pour l'accueil si chaleureux et l'hospitalité légendaire. Nous avons discuté avec son Excellence Monsieur le Président de la République la crise libyenne. Nous avons constaté que son Excellence Monsieur le Président de la République a une maîtrise parfaite de cette crise. Nous avons su aussi qu'elle a déjà fourni beaucoup d'efforts allant dans le sens de trouver une solution pacifique à cette crise. Nous remercions Monsieur le Président de la République pour tous les efforts qu'il a déjà menés. Nous savons qu'il n'a pas un intérêt personnel concernant cette crise, mais c'est l'intérêt et le peuple libyen. C'est la stabilité de la Libye qui lui concerne. Nous avons cet espoir pendant sa présidence en exercice de l'Union africaine afin que nous puissions trouver une solution et que nous demandons à tous les chefs d'État africains afin qu'ils puissent soutenir ces efforts pour trouver une solution à la crise libyenne. Et cette crise a pris trop de temps parce qu'il y a des ingérences étrangères et cette ingérence étrangère n'aide pas à trouver une solution à cette crise. Nous sommes confiants et nous sommes certains qu'avec la sagesse de son Excellence Monsieur le Président de la République et son expérience et sa disponibilité et nous lui demandons de ne pas laisser la Libye et de ne pas abandonner la Libye, d'aider les Libyens afin qu'ils puissent trouver une solution à leur crise. Nous voulons assurer et confirmer que nous allons mener tous les efforts pour soutenir ces efforts et les efforts de tous les chefs d'État africains qui veulent vraiment soutenir Monsieur le Président de la République en fait de trouver une solution pacifique à la crise libyenne. Et cette solution sera celle que le peuple libyen et aussi le respect de la légitimité en Libye. Et cette légitimité qui est représentée ici dans le Parlement qui a été élu par le peuple libyen. Et c'est tout ce que nous voulons confirmer ici, que nous sommes là tous pour lutter contre le terrorisme. Nous ne souhaiterons plus voir plus de sang entre les Libyens. Et encore, nous remercions Monsieur le Président de la République, nous remercions le peuple guinéen pour l'hospitalité et ce peuple frère et ami de la Libye. Selon Aguila Saleh, président de la Chambre des représentants de la Libye, l'élection du professeur Alpha Condé à la tête de l'Union africaine est un espoir pour le retour de la paix en Libye. Les travaux du séminaire gouvernemental ont pris fin aussi hier dans notre capitale. Plus de 100 projets concernant tous les domaines d'activité sont identifiés. Des projets qui devraient améliorer les conditions de vie des populations. C'est le Premier ministre, chef du gouvernement, qui a présidé la fin des travaux de ce conclave. Adi Kamara.
Avec ce séminaire gouvernemental, certains grands chantiers de l'État ont été présentés. Il s'agissait d'évaluer des acquis, connaître le taux d'exécution des projets, camper les forces et les faiblesses et voir comment apporter des corrections nécessaires. Manque de formation de tout genre depuis plus d'une décennie. La police est sevrée de la formation. La quasi-absence d'unités de protection civile, vieillissement des effectifs de la police routière. Vous connaissez notre police routière. Vous êtes confrontés à différents problèmes au niveau de la sécurité routière. Et vous voyez des agents de police d'un certain âge très avancé, normalement qui doivent faire valoir leurs droits à la retraite, mais qui sont là encore. Il faut rajeunir. Qui dit PNDS, qui mobilisation de ressources. Donc c'est le troisième objectif qui va consister à organiser un groupe consultatif pour mobiliser tous les partenaires traditionnels et non traditionnels pour financer le programme de développement économique et social. Et si le gouvernement tient à mettre en place une administration moderne dans un État restructuré et l'émergence d'une économie dynamique, diversifiée et attractive pour les investisseurs nationaux et étrangers. Grâce à des missions de contrôle effectuées sur le terrain, le ministère a procédé au retrait de 200 permis de recherche. Autant d'opportunités créées pour de nouveaux investisseurs. Le renforcement du contrôle a consisté aussi à pousser les exportateurs d'or artisanal à rapatrier les devises issues de ces exportations. Et le contrôle qui a commencé au mois d'avril-mai a constaté qu'il n'y avait que 42% du montant de la valeur des exportations qui était rapatrié. Et grâce à ce contrôle, nous avons pu atteindre 96% de taux de rapatriement au terme de l'année 2016. L'autonomisation des femmes constitue une des priorités chez nous. Et pour la mise en œuvre de cette priorité, nous avons initié de faire la formation de 624 jeunes filles, femmes et surtout les filles déscolarisées et les filles ici des milieux défavorisés de certaines préfectures de notre pays qui n'avaient pas encore bénéficié de ce programme, tels que Kindia, Mamou, Labi, Kankan et Farana. Et nous avons aussi dans nos objectifs prioritaires prévu surtout la réinsertion socio-économique de 120 femmes guéries de fistules. Et vous savez que la fistule est un problème très critique dans notre pays qui découle des conséquences des mutilations génitales féminines, qui est quand même l'une des violations flagrantes des droits de la femme. Dans cette perspective, le gouvernement s'emploie à améliorer les indicateurs du pays, consolider les bases de l'état de droit et renforcer le processus de développement social, économique et culturel du pays. L'année 2017, en plus des 4 écoles qui sont en train d'être construites, nous nous sommes engagés à en fournir, en tout cas en mettre à disposition au moins 4 autres, 2 centres de formation professionnelle et 2 nouvelles écoles régionales des arts et métiers. Nous avons également pris l'engagement d'améliorer la législation sur le travail en mettant à disposition 5 textes d'application du Code du travail. Vous savez que le Code ne vaut que si des textes d'application sont pris. Nous avons également décidé de poursuivre l'amélioration de la gouvernance des établissements en mettant en place des outils de contrôle des établissements, en détachant la gestion des établissements du niveau central et en donnant plus d'autonomie aux centres de formation professionnelle. Comme les actions prioritaires pour 2017 sont déjà connues, le gouvernement Yula, avec les partenaires techniques et financiers, s'engage à redoubler d'efforts pour l'exécution des différents chantiers ouverts en vue d'améliorer le vécu du Guinéen. Nous restons avec Adi Kamara pour suivre un extrait du discours de clôture du Premier ministre, initiateur de ce séminaire gouvernemental. Mamadi Yula a mis l'accent sur la volonté du gouvernement de satisfaire les besoins de la population guinéenne à travers la réalisation des projets phares identifiés. Suivez. Nous avons examiné les axes prioritaires définis en 2016
et passer en revue le programme de travail annuel du gouvernement pour l'exercice 2017. Ce séminaire constitue à nos yeux un exercice important dans la mesure où il répond à notre préoccupation commune d'amélioration de la gouvernance dans le contexte actuel pour cette édition du PNDES qui a été la trame qui a encadré tout le travail que nous avons fait. Parmi ces multiples réalisations, le gouvernement a retenu 30 actions phares au cours de l'année 2016 dans tous les segments de la vie politique, économique et sociale. Ainsi, le renforcement de l'état de droit et du jeu démocratique, les secteurs sociaux, le développement rural, les infrastructures et bien d'autres ont fait l'objet d'une attention toute particulière. Les insuffisances relevées seront corrigées et mises en conformité avec la programmation de l'année en cours. Mesdames et messieurs, ce séminaire est aussi destiné à rendre compte à nos populations du travail que nous faisons au gouvernement. C'est aussi une façon concrète de répondre à l'exigence de redevabilité à laquelle nous nous sommes tous engagés. Je vous invite à veiller au respect des engagements pris pour assurer avec détermination le bien-être de nos populations. C'est l'objectif ultime que nous assigne Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé. Mesdames et Messieurs, les objectifs prioritaires assortis d'actions phares que nous venons de passer en revue consolideront les programmes de réforme institutionnelle et de réalisation d'infrastructures et partant de développement. Aussi, la période de stabilité politique et de cohésion sociale que nous connaissons depuis l'avènement du président de la République devrait être renforcée dans un tel contexte de travail et avec des résultats à la clé. Dans l'actualité également, le contrat de vérification et d'inspection des marchandises accordé à la société Veritas par le gouvernement guinéen a expiré pour donner des éclaircissements quant à la suite de cette activité régalienne des services douaniers. Une conférence de presse a été organisée. Douane, Fédération des transitaires et commissaires agréés. Alassane Djogobari. Pour assurer la relève de Veritas dans le processus de vérification et d'inspection des marchandises, la douane guinéenne se dit tout d'abord être prête à prendre ses responsabilités. Cela grâce à des séries de formations reçues avec l'appui de Veritas durant ces années de partenariat avec la Guinée. Au terme donc de ce contrat, l'administration des douanes va reprendre encore ses activités régaliennes dans le cadre et de l'évaluation et du classement tarifaire des marchandises. Les premières dispositions qui ont été prises, c'est la formation de notre personnel, formation à laquelle Veritas nous a beaucoup assisté. Si aujourd'hui nous sommes sortis de ce programme, nous voulons d'abord rassurer la population, rassurer le gouvernement et rassurer le chef de l'État qui a eu la courageuse décision de mettre fin à ce contrat. Et qu'est-ce qu'il faut retenir, c'est que l'OMD a élaboré conséquemment des instruments techniques qui nous accompagnent. Ce sont des instruments qui permettent à la douane non seulement de faire une évaluation juste et équitable, de faire une classification. Déjà, la douane a procédé à une réécriture des procédures de dédouanement. Une nouvelle procédure devrait permettre, selon ces cadres, de réduire le temps des transactions commerciales, répondant ainsi aux critères de performance. Quant aux professionnels du transit, la fin du contrat de Veritas est plutôt perçue comme un ouf de soulagement. Un système que Veritas a instauré en Guinée, c'est vrai que ça fait partie du code des douanes, mais qui n'était pas tellement appliqué. Ce qu'on appelle la soumission. Ça a beaucoup fatigué les Guinéens, ça il faut le reconnaître.
Parce que quand vous envoyez une marchandise, vous commandez une marchandise, la marchandise arrive, on vous dit non, il y a tel document qui manque, il faut attendre alors que le conteneur est déjà au port. Il faut venir demander à la douane, remettez-moi ma marchandise, je vais sortir, la douane dit bon, avec tes documents tu payes tel montant. 2 mois après, le commerçant est en train de vendre maintenant sa marchandise. On dit non, tu dois payer encore 50 millions, 10 millions, 15 millions. Tu retournes voir ton client. Ça crée trop de problèmes. Veritas s'occupait notamment de la détermination tarifaire et de l'origine des marchandises, des activités que l'administration douanière se dit prête à assurer. Des équipements de dernière génération pour l'hôpital de Kamsar, une action de la Direction générale de l'ANAIM, l'Agence nationale d'aménagement des infrastructures minières. Au-delà de la perspective de l'utilisation mutuelle des infrastructures minières, l'objectif est d'améliorer la prestation dans cet établissement sanitaire afin de réduire le taux d'évacuation des patients à l'étranger. Reportage Isidore Nanamou Godona de Tunkarata. Dans la cité de Kamsa, la politique d'utilisation mutuelle des installations minières urge une politique de cogestion des infrastructures qui fait de Kamsa un véritable pôle d'attraction des compagnies minières. Pour renforcer la couverture sanitaire des travailleurs et des citoyens, la Direction générale de l'ANAIM a mis la main à la poche pour renouveler les équipements de l'hôpital. Avec cette affluence de personnel et de monde dans le cadre du travail de l'extension, il était bien naturel que l'hôpital qui, depuis les années 1974, n'avait pas bénéficié d'investissements majeurs pour remplacer les équipements, puisse faire peau neuve pour répondre à la demande croissante qu'elle va recevoir. Dans les différents services, la qualité des équipements fascine. Aux urgences, une nouvelle ambulance médicalisée et de nouveaux brancards pour déplacer les malades sans risque. À la réanimation, des lits monitorisés pour suivre les patients, des tables avec télécommande pour faciliter l'accouchement à la maternité et des berceaux facilitent la prise en charge des nouveau-nés à la pédiatrie. Des équipements qui soulagent les patients et le personnel médical. Nous, en pédiatrie, ici, on a reçu suffisamment de matériel. On a reçu des scopes pour la surveillance de nos malades en soins intensifs. Et on a reçu des pouces-seringues qui nous permettent de calibrer le débit de la perfusion. Et ici, en salle de néonatologie, on a reçu des nouveaux berceaux avec rampe chauffante. Et on a 2 tables de réanimation pour le nouveau-né et on a également des couveuses. Lundi, quand j'étais venue, je ne mange pas, je n'ai même pas arrêté. Mais alors là, c'est très très bon. J'ai mangé très bien et je mange alors là très bien. M'a donné tout. L'hôpital d'Anaïm, c'était très bon. Les salles d'hématologie, d'échographie et de cardiologie sont également équipées de nouveaux appareils. Des appareils qui vont améliorer la qualité des services et réduire considérablement le taux d'évacuation des malades à l'étranger. Dans l'imagerie médicale, nous avons un panoramique dentaire qui est là. Certains qui faisaient des tumeurs ou autres de la mâchoire ou de la mandibule, on était obligé de les envoyer sur Dakar et ailleurs pour faire les examens. Aujourd'hui, on le fait sur place. Donc c'est un gain pour toute la Guinée. L'appareil est fonctionnel, donc il n'y a pas de problème. Pour parachever sa politique d'équipement, l'hôpital dispose déjà d'un scanner de dernière génération. Encore emballé, ce scanner attend la finition de son abri ici en chantier. Avec une performance de plus de 3000 naissances par an, doublée de 20 ans d'expérience de pose des prothèses, l'hôpital ANAIM de Kamsa, qui depuis 1974 n'avait pas changé d'équipement, renaît ainsi de ses cendres et s'est dit prêt à relever presque tous les défis. Nous vous amenons à présent à la découverte de la réanimation pédiatrique, une pratique qui sauve la vie de nombreux bébés dans les maternités de nos structures sanitaires. Mais comment cette méthode qui contribue à réduire la mortalité néonatale est-elle pratiquée? Suivez ce reportage de Sori de Kera. C'est une pratique très courante dans les maternités. Elle consiste à la réanimation des bébés nés sans les premiers pleurs. Conduite généralement par 2 sages-femmes, la tâche de la réanimation commence par l'enveloppement de l'enfant avec une légère exposition de la tête. Vient ensuite le dégagement des mucosités. Il s'agit de libérer les voies nasales et buccales par la technique de l'aspiration. Considérée comme l'étape cruciale du processus de réanimation,
Cette opération s'effectue en 40 coups d'aspiration, ce qui conduit à l'obtention des premiers pleurs recherchés, synonymes de signe de vie. Le menton, la bouche, le nez, on le couvre, on laisse la poitrine pour voir si ça va monter. Et l'enfant respire. Vous avez vu? Je ventile maintenant. En donnant 40 ventilations. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2. 1, 2, 3. L'enfant a pleuré. Au terme de la réanimation, l'enfant est ventilé par un ballon d'oxygène, puis couché sur sa mère pour la recherche de ce que les médecins appellent la chaleur de survie. Cette méthode de réanimation est appelée méthode kangourou. Il vient d'un milieu, quand il vient, pour qu'il s'adapte au milieu extérieur, il faut qu'il se mette en contact peau à peau avec sa mère. Les différentes étapes de cette technique sont ponctuées du lavage systématique des mains. Une pratique désormais obligatoire dans le circuit des soins depuis le passage de la maladie à virus Ebola dans le pays. Les membres du réseau des organisations paysannes et des producteurs agricoles de l'Afrique de l'Ouest sont en conclave dans notre pays. Ce rendez-vous de Conakry mobilise ces acteurs du développement local autour des enjeux du changement climatique, le renforcement de leurs capacités pour pouvoir monter des projets de promotion durable est leur objectif. Fodé Camara. Le réchauffement climatique affecte toutes les activités économiques et le paysanat ne déroge pas à la règle. Dans tous les pays de la sous-région, de la Guinée à la Mauritanie, en passant par le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Nigeria, les producteurs ont le même cri de cœur, à savoir conscientiser l'opinion sur la nécessité de changer de comportement, mais aussi exhorter les partenaires et le gouvernement à multiplier les investissements pour freiner les effets du changement climatique. Nous travaillons depuis belle lurette avec certains partenaires au développement. Je fais appel à ces gens-là à nouveau pour qu'ils accompagnent les organisations professionnelles agricoles, les paysans dans les petits villages, dans les communes rurales, pour que du développement agricole soit un vrai métier. Autour de cette question d'actualité, durant 3 jours, ici à Conakry, les membres du réseau des organisations paysannes et des producteurs agricoles de l'Afrique de l'Ouest ont redessiné la cartographie des défis pour poser les jalons d'une agriculture durable dans la sous-région. C'est pour argumenter, c'est pour montrer que nous sommes d'abord les victimes. Nous avons aussi des propositions paysannes, d'éleveurs, comme je l'ai dit, et nous sommes en mesure de contribuer dans l'élaboration de nos différentes politiques. Nous sommes aussi des citoyens, donc nous pouvons aussi constituer des éléments de veille, des éléments de construction des arguments, et c'est pour cela que nous avons tenu cette rencontre. Au terme des travaux de cette plateforme multi-acteurs, cette nouvelle feuille de route compte promouvoir une utilisation plus responsable des ressources naturelles. Dans l'arrière-pays, les femmes se battent pour leur autonomisation, mais elles sont conscientes que cela passe nécessairement par la formation. À Kigneyran, 300 d'entre elles viennent de suivre une formation théorique et pratique en teinture, en saponification et en fabrication de beurre de karité. Suivez le reportage de El Hadj Fodé Bangali Fofana, notre correspondant dans la zone. À 75 km de Mandiana, chef-lieu de la préfecture, Kigneyran, l'une des 11 sous-préfectures que compte Mandiana qui a abrité cette formation. Dans la préfecture de Mandiana, les associations féminines souffrent d'un manque de restructuration et de fonctionnement permettant d'accéder facilement aux fonds dans le cadre de l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Cette formation répond à ce souci. Plus de 300 femmes venues des différentes associations et ONG de la localité ont suivi la formation en teinture, la saponification et la fabrication de beurre de karité. Il y a un engouement des femmes qui veulent aujourd'hui apprendre sur le plan
compétences avant de manipuler les activités génétiques de revenus. Et c'est pourquoi nous avons invité officiellement 300, mais on s'est retrouvé avec 375 femmes qui sont venues se présenter. Mon combat aujourd'hui, c'est d'aider les femmes, pourvu que les femmes aussi viennent en aide de nous, les enfants. Il s'agit de la deuxième phase du projet d'appui à 600 femmes dans les activités génératrices de revenus pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin dans la préfecture de Mandiana. C'est un projet à l'initiative de la Première Dame de la République à travers sa fondation Prosmi en partenariat avec l'ambassade des États-Unis d'Amérique en Guinée, mise en œuvre par le consortium Antenne FCDK Prosmi Cancan et l'ONG C-Afrique. L'objectif principal du projet qui est de toucher des associations féminines qui bénéficient peu ou pas des formations qui sont oubliées. On est venu jusqu'à des kilomètres pour venir les toucher et que cette brave femme oubliée arrive à se réjouir de la formation et des fruits de la formation pour se prendre en charge. Depuis 2014, l'ambassade des États-Unis en Guinée appuie les initiatives de la Première Dame dans la formation des femmes pour leur autonomisation. Les nouvelles technologies de l'information sont devenues un outil de travail très important. Certaines entreprises guinéennes forment leurs agents sur la question. C'est le cas de l'entreprise ADS qui a installé les lampadaires solaires à Conakry à l'intérieur du pays. Après avoir formé ses agents, elle met à leur disposition des outils informatiques performants pour leur faciliter le travail. Djena Boubari, Boubacar Souma. Depuis leur installation sur les artères publiques à Conakry et à l'intérieur du pays par la société ADS, les lampadaires solaires sont entretenus régulièrement par les techniciens basés dans les zones bénéficiaires. Afin de faciliter les travaux de maintenance, les techniciens ont reçu des dotations en outils de nouvelles technologies. Le rôle de ces solutions, c'est de pouvoir, par exemple, regrouper tout ce qui est lampadaires solaires dans une zone de 10 km. Tous les lampadaires qui sont dans cette zone, il y a des équipements qui seront installés dans ces lampadaires et qui seront recueillis. Même si les lampadaires sont à Cancan, nous pouvons avoir les informations ici à Conakry. Avec plus de 37 000 lampadaires installés, l'entreprise ADS ne compte pas s'arrêter là. Elle fait du perfectionnement de ses travailleurs une priorité. Pour que les gens produisent des résultats, il faut que vous les accompagnez dans le cadre de la formation. Pour ne pas qu'ils soient là seulement juste pour des travaux pratiques sur le terrain. Mais il faudrait aussi qu'ils soient en mesure de produire des rapports, parce que nous avons des ambitions futures qui sont très grandes et immenses. Donc il faut vraiment les préparer pour le futur. Les bénéficiaires de cette formation, du reste très satisfaits, promettent d'en faire bon usage. Au début, les techniciens travaillaient dans les brousses et ils avaient du mal à remonter les informations dans les préfectures. Avec cette formation, nous aurons cette fois-ci la chance de travailler et informer la direction au moment où vraiment les travaux se passent. Ces outils informatiques vont désormais servir de lien entre les techniciens détachés à l'intérieur du pays et la base, car si prochainement des problèmes techniques surviennent, les informations seront dispatchées à temps et les solutions ne tarderont pas. La question de la sécurisation des populations riveraines des voies ferrées préoccupe l'Amicale des jeunes pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence. En partenariat avec Roussal et la CBK, elle lance une action d'une vingtaine de jours pendant lesquels elle fera le porte-à-porte pour sensibiliser les citoyens sur le risque des jets d'ordures le long des voies et le danger de leur occupation anarchique. Reportage Valérie Talimanet. À Conakry, la voie ferrée souffre de l'incivisme des populations. Loin d'être le chemin du train, elle est devenue un boulevard pour de nombreux citoyens. Pire, contre toute attente, elle sert pour certains de dépotoir d'ordures. Tous les riverains de la voie ferrée, nous allons venir vers eux à travers des stratégies et d'approches. Nous allons les sensibiliser sur les conséquences et les risques dangers liés à l'occupation anarchique et à l'habitation proche des rails. Un risque auquel s'exposent chaque jour de nombreux citoyens, notamment les enfants. D'où cette campagne de sensibilisation qui entend conscientiser les populations riveraines. Jeter les ordures à côté du rail, c'est pas bon. Je veux dire à mes parents de ne pas partir vendre à côté du rail et ne pas marcher sur les rails.
Nous travaillons alors là en étroite collaboration avec la police de proximité, où nous avons fait même une demande au niveau du ministère de la Sécurité pour qu'ils nous aident de mettre un poste de la police ou de la gendarmerie auprès des rails pour éviter des accidents, pour éviter que les gens s'asseyent au niveau des rails. Pendant plusieurs heures, des enseignements sont prodigués aux enfants, principale cible de cette campagne. Dans un dialogue interactif, les élèves dégagent les conséquences de l'occupation anarchique des rails. Nous partons à Kindia où le député uninominal, l'honorable Demba Fadiga, est allé restituer les projets qui ont été amendés à l'Assemblée nationale au profit de sa localité. Une journée de restitution dans la ville des Agrumes, suivie par nos reporters Sedou Bandiaï et Amarako Bassouma. Loin de l'hémicycle, le député uninominal de Kindia est venu au contact des populations. L'honorable Demba Fadiga vient restituer à ses électeurs le contenu des travaux parlementaires en faveur de sa localité, comme pour dire que le parlementaire est à l'écoute des populations. Kindia a bénéficié du fonds d'urgence pour la reconstruction, la rénovation de la route nationale numéro 1 qui va de Koya jusqu'à Dabola. Les travaux sont en cours. Kindia a bénéficié de forages du président de la République. Kindia a bénéficié de l'inscription de la route Tabili, Gemebo, Fosbouri. Kindia a bénéficié des panneaux solaires. Nous avons réussi à avoir des panneaux solaires ici. Kindia a bénéficié de beaucoup d'autres avantages. Kindia a bénéficié de l'attention du président de la République. Il a effectué ici des visites mémorables qui s'inscrivent en lettres d'or dans l'histoire de notre Kindia. Outre les projets communautaires proposés par le Parlement guinéen, l'occasion a été mise à profit pour informer la population que le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, vient d'offrir 5 forages à Kindia. Séance tenante, les ouvriers ont ciblé les sites de ces 5 forages. Cet acte magnanime de M. le Président de la République, le professeur Alpha Condé, par le don qu'il vient de faire, il n'y a pas longtemps que moi je suis là, mais il n'y a pas 2 mois encore, par la grâce de Dieu, M. le Président de la République a offert gracieusement une quinzaine de forages à travers les différentes collectivités de Kindia. Nous remercions l'autorité qui nous a octroyé, qui est le gouvernement, à travers le député de Kindia. S'inscrivant dans la même logique que le chef de l'État, le député uninominal de Kindia a offert des équipements aux femmes balayeuses de Kindia. Et dans un passé récent, il avait offert un minibus aux personnes handicapées. Des actions sociales qui rapprochent le député de sa population. À marge de l'événement Conakry, capitale mondiale du livre, la structure Poltea Communication s'est engagée dans la formation des guides touristiques, une manière de préparer ces guides afin qu'ils puissent montrer toutes les potentialités touristiques de la Guinée aux invités qui feront le déplacement de Conakry. Reportage Yaya Silla, Mounir Bari. La Guinée se prépare à accueillir du monde à l'occasion de l'événement Conakry, capitale mondiale du livre. Beaucoup d'étrangers auront la curiosité de découvrir le potentiel touristique et culturel de la Guinée. Le secteur connaîtra un événement durant cette période. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont attirés par le métier de guide touristique. La structure Poltea Communication met gratuitement son expertise au service de 9 personnes, de futurs guides touristiques qui apprennent le secret du métier. C'est quelque chose qui m'apporte vraiment, parce que ça me permet de me plonger dans l'histoire de la Guinée. Parce que là, personnellement, je vivais en Guinée, mais je ne connaissais pas grand-chose de mon pays. Mais avec M. Poltea, on a certaines informations sur l'histoire de la Guinée. Je vois que notre patrimoine historique touristique est délaissé. Et avec cette formation, on va pousser les autorités à essayer de se remettre là-dedans parce que le tourisme apporte beaucoup à un pays. À l'événement Conakry, capitale du livre, je pense que c'est une bonne idée parce que nous avons beaucoup d'écrivains qui sont à l'extérieur et qui aimeraient nous apprendre aussi leurs connaissances. Donc je suis très contente par rapport à cet événement. Fraîchement rentré des États-Unis pour apporter sa pierre à l'édification de la nation.
Pour ce spécialiste du cinéma et de l'audiovisuel, il faut valoriser le potentiel touristique de notre pays. En plus de la production, nous sommes venus faire des documentaires en Guinée, faire des séries télé et probablement des films aussi. Et là, j'ai profité de l'événement Conakry, capitale mondiale du livre. En premier temps, nous sommes en train de former la toute première promotion des guides touristiques. Comme je suis dans l'audiovisuel et le tourisme, donc on les prépare de telle manière que quand les gens seront là pour le livre, ils profiteront aussi des week-ends pour faire des excursions sur nos sites touristiques. Les bénéficiaires, eux, accordent du prix à cette formation et promettent d'œuvrer pour la promotion des sites touristiques. Le rendez-vous mondial du livre en Guinée sera pour eux le moment d'exhiber les connaissances acquises. Et puis les agents de la gendarmerie de l'escadron numéro 3 de Matam viennent de démanteler un réseau de présumés malfrats, un groupe spécialisé dans la fabrication de faux billets de banque. Ils ont été arrêtés en possession d'une machine capable de produire des liasses de faux billets en francs guinéens et même en devises. Younoussa Tawel Kamara. Cette machine sert à fabriquer les faux billets de banque. Elle appartient à cet homme, Karim Kaba, domicilié dans un quartier de la haute banlieue de Conakry. C'est un outil de travail qui peut produire instantanément plusieurs fausses monnaies, comme ces billets de dollars qui ont été saisis sur lui lors de son arrestation par les agents de l'escadron mobile de la gendarmerie numéro 3 de Matam. Suite à une enquête menée par la brigade de recherche de Matam, des faussaires ont été interpellés à Dabondirai et à Kiroti. Karim Kaba, Mohamed Damba Diaby et Elhaj Boubacar Diallo, des récidivistes interpellés avec une machine qui fabrique de la fausse monnaie et des faux billets en dollars. Infraction prévu et réprimé par l'article 602 du Code pénal guinéen, le haut commandement met en garde. Toute personne se livrant à cette activité sera traquée et traduite en justice. Karim Kaba reconnaît les faits qui lui sont reprochés, mais rejette la responsabilité de la machine qu'il détient. On m'avait pris avec la machine que j'expédiais hors de la Guinée. Je ne connais pas la fonction de la machine. Le propriétaire se trouvait à la Sierra Leone. Il était malade, le nom de Ousmane Kamara. Il m'avait appelé à un jeudi matin de venir prendre la machine au niveau de la Ouanindararay dans la main de son petit. Le démantèlement de ces réseaux spécialisés dans la fabrication des faux billets de banque relance le débat sur la sécurité qui doit être toujours de mise dans la cité. Nous sommes dimanche et les fidèles chrétiens du monde ont fêté aujourd'hui le dimanche des Rameaux, une fête qui précède le dimanche de Pâques et qui commémore l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, sa passion et sa mort à la cathédrale Sainte-Marie de Conakry. Les textes liturgiques invitent les catholiques à imiter Jésus-Christ dans ses souffrances, une façon de les inviter au pardon, à l'amour et au partage, surtout en ce début de la Semaine Sainte. Reportage Saint-Martin Fancinadouno, Antoine Makoli. Le dimanche des Rameaux, la dernière semaine avant Pâques, les fidèles chrétiens commémorent l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, où il a été acclamé par une foule agitant des palmes. En la cathédrale Sainte-Marie de Conakry, les fidèles catholiques se mobilisent. Tous se préparent à accueillir la lumière de Jésus ressuscité. À notre tour, nous crions avec cette foule joyeuse. Nous crions Hosanna, c'est-à-dire Seigneur, sauve-nous. Nous crions Hosanna et nous accueillons Jésus qui entre solennellement dans la ville sainte. Jésus qui est en route vers sa mort. Jésus qui va bientôt consommer sa passion. Jésus qui va bientôt accomplir le mystère de notre rédemption. Ce dimanche des Rameaux marque le début de la Semaine Sainte, la dernière semaine du Carême. En imitant Jésus, les fidèles catholiques invitent leurs co-religionnaires et l'ensemble des Guinéens au pardon et à l'amour.
La fête des rameaux constitue un des temps forts de la vie religieuse, car elle permet aux fidèles de revivre les derniers moments de la vie du Christ, de son entrée triomphale à Jérusalem jusqu'au début de sa passion. Les chrétiens se souviennent de l'amour infini de leur Rédempteur. Même ferveur au Bagataï en ce dimanche des Rameaux. Les 13 villages de cette contrée se sont retrouvés pour venir en aide à leur communauté en permettant au village de Bigori d'avoir très bientôt une église. Marie-Angélique Bangoura. C'est un jour solennel qui rassemble les chrétiens qui marchent sur les pas du Christ. Cette année, au Bagataï, la fête des Rameaux est célébrée à Bigori dans la sous-préfecture de Mankounta, préfecture de Bofa. Les fidèles sont venus de toutes les contrées des 13 villages du Bagataï, des zones environnantes et de Conakry. Ils brandissent ensemble les rameaux accompagnés de prières et de chants de joie. C'est un moment spirituel. La fête se passe bien à Bigori. C'est la première fois que vous venez? Oui, c'est ma toute première fois d'assister. J'apprécie bien, je suis très contente. Et je prie Dieu que Dieu bénisse la Guinée et tous les Guinéens. Je suis venu communier avec mes frères de Bigori et tout le Bagataï entier. Nous sommes là, nous cherchons à faire développer la communauté Baga et tout le pays du Bagataï. Une fête qui marque la rentrée triomphale de Jésus à Jérusalem, mais aussi la célébration de la Journée mondiale de la jeunesse. Dans cet instant de communion fraternelle, le moment a été opportun pour le curé des 9 CCB du Bagataï d'interpeller la jeunesse à œuvrer pour le développement de la localité. Les jeunes doivent être attentifs aux questions fondamentales que leur posent les hommes, le monde, la vie et l'Église. Ils doivent se former, accepter les exigences de la formation et de l'éducation familiale pour un monde qui change. Très malheureusement, ils sont nombreux ces jeunes garçons et filles qui ne veulent pas se former et n'acceptent pas les exigences de leur éducation. Ils attendent tous les autres, sans fournir aucun effort personnel, et veulent être à la place des autres, par-ci par-là, parce que tout est facile pour eux aujourd'hui. À Bigori, chaque communauté apporte sa contribution. Ça tombe à point parce que de toutes les CCB du Bagataï, c'est Bigori seulement qui n'avait pas d'église proprement dite. Alors c'est une occasion pour nous d'inviter tout le monde à la retenue surtout et à s'organiser pour bâtir l'église Maison de Dieu à Bigori. C'est pourquoi nous sommes organisés et nous avons évité qu'il y ait, comme d'habitude, beaucoup d'abondance dans la nourriture au profit de cette construction de l'église. Une contribution qui pourrait permettre la réalisation de certaines activités au sein du village. Comme premier geste, la pose de la première pierre pour la construction de l'église Sainte-Thérèse de Bigori suivra d'autres initiatives. Le village de Marais se prépare pour abriter la fête tournante des rameaux au Bagataï. En information sportive, retenez que le Horea Athletic Club a joué et battu ce dimanche à Conakry son homologue de Tanger sur le score de 2-0. C'était cet après-midi même au stade du 28 septembre au compte de la Coupe de la CAF. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.